Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec Armel, un ancien de VA+, qui est la branche numérique de Valeurs Actuelles, autrement dit, un média très à droite. Alors il y a quelques années, Armel a quitté ce milieu pour différentes raisons, aussi bien idéologiques que personnelles, et avant de démarrer l'interview, je voudrais vous passer un extrait d'un reportage qu'il avait fait à l'époque, et dont la ligne est assez surprenante quand on connaît un petit peu VA+. En tout cas, c'est mon avis. Il s'agit d'un reportage sur Calais et sur les populations migrantes qui y vivent. Le fait que des types vivent dans des conditions abominables, je veux dire, même si c'est enjolivé dans le discours de l'État, je veux dire, etc. Je veux dire, le fait est que des visus, je veux dire, vous constatez que c'est des, voilà, vous ne pouvez souhaiter ça à personne. Et dans la mesure où il s'agit de quelque chose de volontaire pour dégoûter les personnes de stationner ici, pour les faire disparaître, bon voilà, vous pouvez être avec eux. Oui, c'est des gens qui sont déracinés, qui sans arrêt, tous les 2 jours, leur camp est vidé, donc c'est sûr que, et puis qui ont quand même vécu des traumatismes pour arriver jusque-là, dont on se rend peu compte, parce qu'aujourd'hui on prend conscience que traverser la Manche c'est dangereux, mais la Méditerranée c'est quand même beaucoup plus important que la Manche, puisque vous pouvez le constater, ici on voit l'Angleterre, donc c'est rien du tout. Vous avez dû le voir, il y a des grillages partout. On est dans une ville où il y a depuis septembre 17 arrêtés, septembre 2020, 17 arrêtés qui interdisent les associations de distribuer à boire et à manger. On est dans une ville où il y a des expulsions de lieux de vie des personnes exilées toutes les 48 heures. Il y a eu près de 1000 expulsions de lieux de vie en 2020. Tant que la politique sera celle qu'elle est actuellement, une politique de destruction, une politique de lutte contre la présence des personnes exilées, une politique de fermeture de la frontière qui ne fonctionne pas, on n'y arrivera pas, nous, avec nos petits bras. Dans ce reportage, on voit une ligne un peu différente du discours habituel sur les migrants, notamment à droite, et ça fait partie des choses qui m'ont donné envie de discuter avec Armel et d'en apprendre un peu plus sur son parcours, sur pourquoi il a quitté ce milieu, et plus largement sur ce qui fait qu'on change d'opinion et qu'on remet en question nos propres croyances. Et donc sans plus attendre, voici ma conversation avec Armel. Alors Armel, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Pour commencer, j'aurais aimé, et c'est quelque chose que je fais à chaque fois, que tu te présentes un peu. Tu m'as demandé au préalable que la conversation ne soit pas quelque chose qui tourne autour de ta personne, Ouais. et donc on va extrapoler après, mais comme point de départ, j'aimerais quand même un petit peu qu'on parle de ton parcours à toi, parce que Ouais. c'est ça qui est aussi intéressant, disons que c'est un exemple intéressant pour extrapoler justement. Donc voilà, est-ce que pour commencer, tu veux bien me dire voilà, qui tu es, d'où tu viens, etc. Selon évidemment ce que tu as Ok, envie de dire ou pas. ouais, ok, d'accord. Donc je m'appelle Armel, j'ai 27 ans. Euh, j'ai longtemps vécu à la campagne, pas mal déménagé, vécu en province très longtemps. Je suis arrivé à Paris il y a une petite dizaine d'années. J'ai passé mon bac en 2016-2017. Pour ça, j'ai fait un peu de droit. Après, je suis allé dans un séminaire pour devenir prêtre. Donc, j'ai fait de la théologie, de la philosophie pendant un an. Seulement un an, tu vois, mais c'était intéressant. Euh, Ah oui, peut-être que d'ailleurs c'est plus intéressant de centrer la discussion sur la partie politique pour voir ce qui m'a amené à VA+, en fait, tu Ouais, vois. on va y venir, on va y venir. Mais en gros, bon, avant le séminaire, j'étais à la fac de droit, j'étais à SAS. C'est là-bas que je me suis vraiment politisé. Euh, J'avais déjà eu un petit rapport à la politique avant, notamment via la question du mariage pour tous sous Hollande. Euh, à l'époque, j'étais un petit garçon. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les Lego et Minecraft, tu vois. Et puis, il y a le mariage pour tous qui est arrivé. Et là, d'un seul coup, j'ai découvert le monde de la politique. Donc moi, j'avais participé aux manifestations euh, contre. Voilà, avec le temps, mon avis a peut-être un peu évolué, mais à l'époque, voilà, c'était comme ça. Et, euh, et en fait, c'est là que j'ai découvert les médias, par exemple. C'est là que j'ai découvert les journalistes, que j'ai vu les sujets qui pouvaient être faits sur la manif à laquelle j'avais participé, tu vois. C'est là que j'ai commencé à me dire, c'est bizarre, j'ai l'impression que les journalistes sont pas très honnêtes, tu vois. Bon, bref, c'était mon premier rapport à la politique. Puis après ça, donc, à SAS, où là, je me suis vraiment davantage politisé en rejoignant un syndicat étudiant qui s'appelle la Cocarde étudiante, donc qui est à droite de l'Uni, tu vois. Oui, Voilà. oui, je connais. Ah, donc je m'occupais de leur com et tout. Euh, Rapidement, le monde de la politique en fait m'a un petit peu bousculé. Tu vois, ça m'a un peu fragilisé. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de convictions et de principes, mais qu'une fois à l'épreuve du réel, il s'est frité un petit peu. Tu vois, je me voyais devenir une personne que j'aimais pas beaucoup en fait. Et puis j'ai eu une sorte de petite révélation qui a fait qu'à la fin de cette année, cette première année très politique, je suis parti au séminaire. Donc là, c'était une coupure absolue de la politique. Pas de la question en elle-même, parce qu'au final, quand tu fais de la philosophie, de la théologie, etc., tu vas quand Mm. même toucher à des sujets qui recoupent la politique. Tu vas t'intéresser au bien commun, à essayer de comprendre le monde, à essayer de trouver la vérité.
Et en soi, la politique, c'est souvent un peu ça, tu vois. Donc j'ai fait 1 an là-bas, puis je suis revenu à Paris. J'ai fait un BTS de comptabilité pendant 2 ans. Je continuais à filer des coups. Du coup, je suis revenu dans la politique à nouveau, à droite. Je filais des coups de main à la Focale étudiante, notamment pour la partie com, web et vidéo. Donc en parallèle, je faisais pas mal de photographie. J'avais ma petite affaire personnelle, tu vois. Enfin, j'étais aux entrepreneurs. Mhm. Euh, et donc, mes vidéos ont pas mal plu à droite parce qu'à l'époque, en fait, il y avait déjà évidemment des influenceurs à droite. Il y avait déjà le Raptor, mais on voyait pas encore son visage, je crois. Le champ politique à droite sur Internet était déjà occupé. Tu avais des médias comme TV Liberté. Mhm. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, sur la forme de la vidéo, sur la qualité de la vidéo, il n'y avait pas encore beaucoup de vidéos un peu pro, bien montées, bien filmées et tout. Mhm. Moi, j'adorais ça, donc forcément, j'avais apporté cette touche-là. Et donc, c'est à ce moment-là, au bout de 2 ans, donc on attend 2020, Mhm. que il y a un gars de chez Valeurs Actuelles qui me contacte et qui me dit voilà, je suis en train de monter un média vidéo, ça s'appelle VA+, on a déjà fait 2, 3 petites vidéos. Il paraît que tu sais faire de la vidéo, et donc moi je cherche un mec qui puisse me donner des conseils pour monter un studio, une chaîne YouTube et tout. Et du coup, il m'appelle pour faire un peu de, ce qu'on appelle du consulting, tu vois, c'est-à-dire donner du Mhm. conseil. Et donc je leur fais un peu de conseils, et ils m'ont dit bah finalement ça te dirait pas de rejoindre l'aventure. Et donc à partir de là, en fait, j'ai rejoint VA+, pendant 2 ans et demi, 3 ans, 2 ans et demi, 2 ans, où j'ai bossé au début, voilà, j'étais arrivé pour la vidéo, tu vois. Mhm. Donc bon, s'il fallait résumer un petit peu mon parcours, voilà, quelqu'un d'assez curieux, assez créatif, très politisé à une époque, toujours assez politisé aujourd'hui, tu vois, mais j'ai un petit peu évolué sur mes avis. Et puis, ouais, vraiment curieux. Si on devait me résumer en un mot, c'est curieux. Voilà. Mhm. Donc, tu vois, euh, petite ellipse pour après VA+. Du coup, après VA+, je me suis lancé dans la mode. Donc, tu vois, j'avais lancé une affaire de mode sur Instagram. Je donnais des conseils de mode aux hommes, etc. Avec Vinted. J'avais fait un petit business. Mhm. Et là, je suis parti dans l'informatique depuis 3 ans. Donc, du Mhm. coup, voilà, j'aime bien toucher un peu à tout. Très bien. Alors c'est bien parce que justement je voulais que tu parles de ce que tu fais aujourd'hui, mais tu l'as fait. J'aurais par contre aimé, alors si ça te dérange, Vas-y. Ouais. on évitera évidemment, mais j'aurais aimé que tu peut-être nous parles un peu plus du milieu dont tu viens, parce que ça n'aura pas échappé aux auditeurs. Tu as un nom à particule, hein, Ouais. personne n'est Ouais. responsable du milieu d'où il vient, et c'est pas du tout Ouais, c'est vrai. l'idée, c'est pas de reprocher quoi que ce soit à qui que Non, ce non, bien soit, sûr. mais ça m'intéresse parce que moi j'ai remarqué que dans ces cercles-là, effectivement, il y a des noms comme ça qui sont issus de, bah, j'imagine, de la noblesse à l'origine, qui sont Ouais. peut-être plus présents que dans d'autres milieux politiques. Et donc voilà, puisque tu vois le fait que tu aies aussi mentionné que tu as un moment envisagé de rentrer dans les ordres, c'est Ouais. pas, c'est pas, c'est pas commun non plus. Donc Ouais. voilà, j'aurais bien aimé si tu veux bien que tu parles un Ah, peu je t'en plus prie. de ton milieu d'origine, pardon. Ok, donc sociologiquement, on va dire mon terreau sociologique, c'est effectivement ce qu'on appelle aristocratie. Mhm. L'aristocratie, voilà. C'est une famille qui vient du Limousin. Voilà. À la base, mes aïeuls, comme on dit, c'était Mhm. des cultivateurs, tu vois. C'était des paysans jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Un peu avant la Révolution, en fait, ils ont été anoblis par Louis XVI. Et donc, je viens du Limousin, moi, à la base, tu vois, du côté de mon Mhm. père. Voilà. Du côté de ma mère, c'est une famille un peu plus disparate, puisqu'il y a alors, apparemment des immigrés, mais il y a de l'immigration corse, Mhm. euh, où là, mes ancêtres étaient gardes-chasse, tu vois, dans un petit village en Corse. Il y a une famille républicaine, enfin républicaine, bonapartiste. Mhm. Tu vois, j'ai un de mes ancêtres qui était fils de cochetier du côté de Maubeuge, donc vraiment quelqu'un enfin, un, un paysan, enfin, une personne assez simple dans la société à l'époque, qui a été élu en fait après les réformes lorsque la République a réformé l'armée en fait. Et l'une des réformes, ça a été le corps des officiers, Mhm. notamment le fait que l'on élise les officiers. Les officiers étaient élus par les soldats. Et donc j'ai un de mes aïeux, lui, qui a été élu par les soldats officiers et qui du coup a fait une partie de sa carrière dans l'armée de la République, puis après sous Napoléon. Mhm. Donc là, tu vois un truc plutôt bonapartiste. Et puis encore à côté, c'est l'aristocratie aussi. Et là, c'est de l'aristocratie ouais, assez conservatrice, avec des philosophes, etc. Bon, je le dis, mais en fait, enfin, c'est assez loin, tu vois. Mais j'ai notamment le philosophe Bonald, de Bonald, qui du coup avait écrit la théorie du pouvoir de mémoire, je crois. Voilà. Je Bon. connais pas, je suis désolé. Non, mais c'est pas très connu en fait. C'est pas très connu et en soi, ça a assez peu d'importance sur ce que je suis devenu.
Mais tu sais, dans ce genre de milieu, on aime bien rappeler, tu sais, t'as un ancêtre qui a fait ça, etc. Donc, Hmm, bon, voilà. Après, ça a finalement assez peu d'incidence sur qui je suis devenu et sur ma valeur en tant qu'individu, tu vois. bien sûr. Donc ça, c'est pour on va dire le background, enfin le background, l'héritage, on va dire, au niveau du nom, etc. Après, mon milieu, du coup, bah, aujourd'hui, en fait, depuis 2 générations, finalement, c'est de l'aristocratie, en fait, désargentée, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plus d'argent, quoi. Le château, il est plus à nous, il y a plus rien, tu D'accord. vois. Donc, c'est des gens assez simples. Du côté de mon père comme du côté de ma mère, en fait. Mes grands-parents, ils étaient profs. Mon grand-père, j'ai un grand-père qui était statisticien, un autre qui était négociant dans le vin, Hmm, et puis une autre qui était prof d'anglais, tu vois. Donc, hmm, finalement, euh, bah voilà, un cadre familial assez simple, même si effectivement tu as un bagage culturel effectivement qui me donne, tu vois, si on fait un peu sociologie, de toute évidence, mon bagage culturel me donne des avantages, enfin, me donne des armes en plus dans la société, dans le monde, tu vois. Mais voilà, c'est simple. hmm. Je pense que le milieu social est intéressant. Et vraiment, hein, c'est pas du tout, il y a Ah, encore une j'en prie. fois, moi, c'est pas du tout de l'incrimination ou quoi. J'estime que. D'ailleurs, en plus, c'est marrant parce que c'est quelque chose que j'ai pu voir moi aussi dans certains cas où je me souviens qu'une fois dans le. Calivision, ça te parle le streamer Calivision? Euh, Lisandre, non, je crois pas. c'est un Ok, streamer de gauche ok, que j'aime bien, je regarde de temps en temps, et de temps en temps il fait des ouais, réacts à mes contenus. ouais, Et une fois, il avait fait un react à la vidéo que j'avais faite il y a quelques années sur Rojdi. Et dans ouais, cette vidéo, tu sais, Rojdi en fait parle de. Enfin, dans la conférence sur la pensée de droite, Rojdi parle ouais, d'architecture. ouais. Et il dit des choses qui sont discutables, on va dire, voilà. Et il se trouve que moi, mon papa était architecte. Donc j'avais demandé pour cette vidéo à mon père Ah oui, je me souviens. tu vois. Oui, Et s'affranchir de la matière, et oui, je me souviens de ça. ouais, s'affranchir exactement, Ouais, pour faire passer la lumière, exactement. ouais. Et dans le stream du coup de Calivision, dans son chat, il y avait quelqu'un qui avait dit ah machin fils d'architecte, etc. Donc voilà, tout ça Ouais, pour dire, ouais, ouais. en fait, et d'ailleurs Lisandre avait très bien réagi en disant bah en fait c'est pas ce qui compte, c'est surtout les idées de la personne, c'est pas tant le milieu d'où elle vient. Mais c'est vrai que le Et milieu dont elle vient a un impact sur les idées qu'elle va ouais, avoir pendant un temps et au-delà de toute considération de jugement de valeur, ça peut être difficile parfois de s'en affranchir. C'est c'est aussi pour vrai. ça que je te posais la Ouais. question. Et après, même plus largement, en fait, au-delà comment dire, de la dimension esthétique et culturelle, je pense que ce qui est important aussi, ça va être la place de tes parents dans la société. Hmm. Et voilà, est-ce que tes parents, par exemple, ont du capital? Est-ce que tes parents ont une position de pouvoir dans la société ou pas? Et pour mes parents, bah, ça n'a pas été le cas, tu vois. Hmm. Et que c'était peut-être le pouvoir que pouvait leur apporter leur bagage culturel. Hmm. Mes parents n'avaient pas d'usine, pas de salariés. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. mon père était un salarié. Enfin, il est toujours salarié. Mon père est salarié. Ma mère aussi, elle est dans le salariat. Donc en fait, Hmm. À ce les sens-là, deux il par- n'était pas bourgeois. en ce sens-là, si tu veux, voilà, ils étaient en fait un peu soumis aux mêmes règles que les autres. Même si Hmm. on peut dire qu'effectivement, si ton directeur de branche ou ton patron, il est aussi aristocrate ou catholique, ça peut évidemment te donner un avantage. Bon, Hmm. peut-être, tu vois. Le fait est que non. Enfin, moi, je l'ai vu, non. Du coup, Oui, voilà, oui. c'est un autre point. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. D'un point de vue, si on prend un logiciel vraiment marxiste, il ne détenait pas de moyens de production. Voilà. Attends. Ok, intéressant. Alors, avant qu'on aille peut-être sur des considérations plus larges, parce qu'évidemment, moi, ce qui m'intéressait dans ton parcours et dans cette discussion avec toi, c'est aussi un sujet assez large qui est qu'est-ce qui fait qu'on change d'avis, comment on change d'avis, pourquoi. Ouais, Mais avant qu'on en vienne là, j'aurais aimé qu'on reste un tout petit peu sur ton parcours à toi, ouais, et qu'on parle un peu plus de VA+. Donc VA+, pour rappel, parce que c'est peut-être pas clair pour tout le monde, moi je connais parce que je suis terminally online, comme on dit, c'est-à-dire que je suis beaucoup sur Internet. VA+, c'est donc la branche numérique de Valeurs Actuelles. C'est un magazine... alors moi je dirais, je sais que certaines personnes n'aiment pas, moi je dirais que c'est un magazine d'extrême droite. Euh, on peut dire de droite, conservatrice, peu importe. Et tu m'as envoyé certaines choses que tu as faites ouais. pour eux. Et en fait, ton parcours, peut-être, bon, déjà parlons un petit peu de ton parcours, parce que donc t'es resté combien de temps? 2 3 ans chez Je VA+? suis resté, ouais, 2 ans et demi. Deux Deux ans ans et et demi. demi. Ouais. Et ça s'est pas super bien terminé, si je comprends bien. Voilà, ouais, ça s'est pas très bien terminé. Voilà. Euh, Donc j'aurais aimé un peu que tu. Évidemment, avec ce que tu as envie de Ah dire ouais, ou bien pas. sûr. Voilà, Ouais, le ouais. but du jeu, c'est pas de taper sur tes ex-collègues. Voilà, c'est ça le truc. Ouais. Mais ça m'aurait été intéressé que tu racontes un petit peu, et après on va parler notamment du reportage sur Calais, mais voilà, que tu racontes un petit peu comment se sont passées ces 2 années et demie, et Ouais. qu'est-ce qui a fait petit à petit que tu en es venu à quitter ce média et quitter ce milieu aussi. Ouais. Euh, donc en vrai, bon,
avec le recul, et même sur le coup, je suis quand même assez reconnaissant à valeurs actuelles de m'avoir embauché parce que finalement, j'ai quand même pu vivre 2 ans qui étaient alors, fatigants, éprouvants, on a beaucoup bossé, mais qui étaient géniaux, tu vois. C'est-à-dire que je suis arrivé pour m'occuper de la technique et de la partie ouais, vidéo, cadrage, lumière, son, etc. Et très rapidement, en fait, je suis devenu journaliste, mais par hasard, quoi. C'est en fait, on m'a Mm. dit, tiens, je vais pas faire un sujet. Je fais, ok, d'accord, bon, vas-y, testons pour voir. J'avais fait un petit micro-trottoir à Saint-Germain. Je sais plus sur quel sujet, ça devait être sur le Covid ou je sais plus trop. D'accord. Et, euh, et en fait, voilà, on m'a donné l'opportunité comme ça de devenir journaliste, alors que j'avais absolument aucune étude en journalisme, j'avais aucune Mm. qualification. Donc là-dessus, je suis quand même assez reconnaissant envers la direction de Valeurs Actuelles, qui a été sympa. Mhm. Ça a été du coup vraiment. Bah, le journalisme, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, j'ai peut-être trouvé ma voie. Tu vois, avant, j'étais un peu insatisfait. Et Mm. là, vu que la curiosité est quand même une qualité importante au journalisme, et ben, je pouvais comme ça explorer des sujets parfois très techniques, Mhm. partir sur l'hôpital public par exemple. Donc là, tu vas faire des rapports, etc., essayer de faire un travail de synthèse et d'analyse, parfois beaucoup plus humain, où tu vas au contact des gens dans la rue ou bien lors d'un meeting et tu vas leur parler, tu vas essayer de les comprendre. Ou bien quand tu as un documentaire, voilà, tu vas essayer de, sans trop de préjugés, bien sûr, tu as forcément des préjugés, tu as forcément déjà une avis, une opinion un peu sur le sujet que tu vas aborder. Ça, tu peux Mm. rien y faire. Mais essayer de rester ouvert aux faits, tu vois, et puis t'imprégner. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment super sympathique. Après, le problème, c'est que, bah, en fait, le journalisme, je pense d'autant plus au journalisme vidéo. Même si, bon, en fait, toi, j'ai fait que 2 ans et demi, c'était sur YouTube, donc je suis pas non plus je suis pas Thierry Ardisson, tu vois. Je vais pas te faire Mm. une analyse du journalisme dans son ensemble. Mais de ma petite expérience, c'est un petit peu un panier de crabes quand même. C'est-à-dire que il y a, mine de rien, une sorte de marché. Voilà, il y a il y a un marché à droite. Il y a un marché à droite avec une audience, un audimat à capter. Quelques personnalités qui sont un peu en vue, qui ont cette micro-notoriété dans ce milieu-là. Mhm. Donc j'en faisais partie, effectivement. Et c'est vrai que parfois tu peux avoir des tensions un peu interpersonnelles, Mm. des petites rivalités, des concurrences ou des jalousies. Ça n'a pas forcément été le cas à l'intérieur du média, même si j'ai eu des difficultés effectivement avec certaines personnes euh, qui à l'époque, à mon sens, bon bah pouvaient manquer de. Pour le coup, je suis pas un exemple de rigueur ou quoi. Je suis assez parfois un peu bordélique et un peu chaotique, mais qui pouvait manquer de rigueur un peu journalistique, etc. Moi, ça m'embêtait parce qu'on voulait faire de valeurs actuelles. Enfin, j'avais vraiment cette vision de faire de VA+, un média qui est un peu sérieux, tu vois, bon divertissement, mais essayer d'apporter de la matière au débat. Mm. Enfin, je dis ça, mais j'ai aussi fait des vidéos qui n'étaient pas terribles, j'ai aussi fait des erreurs, tu vois, je suis pas en train de Bien me sûr, bien présenter sûr. comme un, tu vois. Non, non, t'inquiète Mais pas. j'avais cette vision, tu vois, j'avais cette vision-là. Et à l'inverse, dans le média, t'en avais qui avaient plutôt l'approche divertissement, qui disaient, ah, faut qu'on fasse des vues, et Mm. puis d'autres qui aussi refusaient de sortir de leur perspective, c'est-à-dire j'ai raison. Enfin, ils disaient bah, j'ai raison, c'est le on est dans le camp du bien. Et donc je me souviens par exemple que enfin, il y avait un format qui s'appelait la revue d'actualité, Mm. qui était en fait un format C'est Georges bon, Mataran, ça, non? ouais c'est ça, ouais. Mm. C'était un format d'actualité quotidienne qui peut être intéressant, tu vois, ça peut être pas mal. Le problème c'est que assez rapidement c'était devenu peut-être un peu trop moqueur, enfin pas sarcastique, mais ricanement, tu vois, c'était un peu du Mm. ricanement. C'était se moquer un peu gratuitement. Et c'est vrai que parfois il faut faire rire. Et en plus, si on fait du militantisme politique, bah, c'est un outil assez efficace parce qu'on va se décrédibiliser l'adversaire, etc. Je peux le comprendre, tu vois. Mhm. Mais ça colle pas forcément avec la démarche d'un média. Et en plus, du coup, le problème, c'est que on tirait pas vraiment forcément l'audience vers le haut. Et parfois, c'était un peu injuste vis-à-vis des personnes qui étaient interrogées ou bien parfois les sujets étaient traités avec trop de superficialité. Et il y avait des choses qui étaient fausses. On disait des choses qui étaient fausses. Donc moi, j'aimais pas ça du tout. Donc je me suis en fait un peu battu pour faire arrêter ce format. Enfin, j'ai Mm. dit soit on le formalise et on fait des choses un peu plus sérieusement, soit on l'arrête. Mm. Et finalement la décision a été prise de l'arrêter. Euh, et puis après bon bah la personne que tu as mentionnée s'est fait renvoyer et donc forcément il m'en a voulu à mort parce qu'en fait il m'a vu comme son ennemi et comme la personne qui avait agi pour lui faire du mal, tu vois. Ce qui n'était pas le cas, tu vois. Même si Mm. bon, j'avais pu le vexer, tu vois, mais c'était pas mon intention. Mm. Et donc il y a eu pas mal d'intrigues et de joyeuseté dont l'être humain est capable, on va dire, tu vois. Mm. C'est comme en entreprise, si tu veux, voilà, avec Oui, oui, bien sûr. les rumeurs, etc. Donc ça devenait un peu pénible à vivre pour faire mon travail, si tu veux, parce qu'en fait, je savais que j'avais des collègues qui parlaient un peu, etc. Et finalement, à la fin, quand tu dépenses de l'énergie pour te sécuriser au sein de ton propre média, ça devient un peu fatigant. En plus, du coup, forcément, le fait que je veuille comme ça essayer de donner une ligne un peu plus peut-être sérieuse ou bien parfois prendre un peu plus de recul sur la chose qu'on dit, sur nos opinions,
Mhm. Forcément, certains l'interprétaient comme de l'arrogance. C'est vrai que j'ai pu formuler mes opinions de manière parfois un peu trop péremptoire. Donc, Mm. typiquement, sur le sujet de Rochdy, par exemple, moi j'étais absolument opposé à ce qu'on invite. Mm. Et quand on me disait faut qu'on invite pour parler de tel ou tel sujet, euh, bon bah moi je faisais l'erreur de dire non laisse tomber, il raconte que des conneries, c'est n'importe quoi. Enfin tu vois, j'étais pas forcément assez dans le dialogue et donc les gens étaient là à se dire mais en fait tu te crois meilleur que Rochdy. Et donc forcément ça partait tu vois en duel d'ego. Mm. Or c'est pas forcément la bonne solution. Tu vois, parfois il faut savoir quand même. Moi c'est un défaut que j'avais, c'est un défaut que j'ai toujours. Je suis un peu grande gueule. Et donc Mm. quand j'ai une opinion, je la dis et après je réfléchis, je me dis ah mais merde ok d'accord. Et puis sur le coup j'ai pas forcément l'humilité de corriger mon discours. Enfin, j'essaie de travailler Mm. là-dessus, tu vois, mais voilà. Et donc, du coup, si tu veux, voilà, la gens étaient allés à se dire, voilà, Armel, il se croit plus intelligent que tout le monde, etc. Il a comploté contre Georges, bref, il y a eu tout un ensemble de choses. Ce qui fait qu'à la fin, en fait, la hiérarchie m'a en fait mise à la porte, quoi. M'a mis à la Mm. porte. Et donc, voilà, en me disant que, bon, bah ouais, que j'étais un peu le problème de ce média, que c'était à cause de moi que ça avançait pas. Parce qu'en plus, vu que j'avais pris beaucoup de choses sous ma coupe, par exemple le fait de refaire le studio, j'avais travaillé sur l'offre payante avec des formats en direct et compagnie. Lorsque l'offre payante s'est lancée, elle a pas eu le succès escompté tout de suite. Après, c'est aussi normal parce que c'est un travail de longue haleine d'habituer une audience à un format et de créer des habitudes, tu vois. Mais Mm. donc forcément, il y a des choses qui ont été aussi un peu utilisées contre moi en me disant bon bah voilà, ça c'est un échec, c'est de ta faute et tout. Donc à la fin, je me suis dit, enfin, je suis plus très heureux dans ce média en fait, autant partir. Donc j'ai quitté le Mm. média, effectivement. Puis après, je sais pas si tu veux qu'on embraye sur du coup le pourquoi j'ai quitté le milieu ensuite, Mhm. mais ok, bah du coup j'ai Vas-y, quitté le vas-y. média et là je me suis dit bon bah quelles sont mes options? J'ai un BTS de comptabilité en poche. Ce que j'ai fait à l'heure actuelle, c'est très sympa. Le problème, c'est que c'est impossible à valoriser en dehors du milieu de droite, parce que finalement, Ouais. autant moi, je pouvais assumer mes sujets. Tu vois, aujourd'hui, toutes les vidéos que j'ai faites, franchement, je les assume. Alors, il y en a où j'ai fait des erreurs journalistiques factuelles. Tu vois, par exemple, on avait interviewé un mythomane, enfin, j'avais interviewé un mythomane qui s'appelle Adrien Bocquet, un mec qui s'était fait passer pour un ancien soldat ukrainien. Et il avait dit, voilà, en Ukraine, j'ai vu des crimes de guerre de l'armée ukrainienne. Et bah, moi, mais comme aussi d'autres médias, hein, mais voilà, j'ai fait cette erreur. Je l'ai interviewé sans vérifier et tout, tu vois. Ce qui fait que du coup, puis après c'est sorti dans la presse. Bon, j'ai fait des erreurs journalistiques, tu vois. Mm. Mais ouais, du coup, j'étais là à me dire, bon, j'ai une expérience qui est valorisable nulle part en dehors de valeurs actuelles. Donc en fait, mes seules options, c'est de travailler à droite, dans le milieu de Mm. droite. Or, ça faisait un petit bout de temps déjà que en fait, je grouillais dans ce milieu, je commençais à pas mal le connaître. Je connaissais à peu près toutes les personnes de ce milieu, si tu veux. Et bah, en fait, j'en voyais pas l'issue, c'est-à-dire que il allait falloir que je trouve un autre employeur, ok, à droite. Là, il allait falloir que je dise ce que l'employeur voulait que je dise. Là, Mm. tu vois, il fallait que je tienne la ligne du média. Or, Mm. moi, je n'étais pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, si jamais la ligne du média est en contradiction avec mes valeurs, c'est un grand terme, mais si tu veux, avec ce que j'estime être vrai et juste, ça va me poser un problème dans la vie de tous les jours, parce que moi, j'ai pas envie de me réveiller le matin euh, et de dire des choses que je ne crois pas, tu vois, c'est pas possible pour moi. Mm. Euh, et en plus, connaissant toutes les personnes de ce milieu, il y en avait que j'appréciais pas beaucoup. Vu que j'étais assez vocal sur les personnes, pareil, autre erreur. Vu que j'étais assez vocal sur les personnes que j'aimais et que j'aimais pas, en général, je leur disais en face, que je leur disais, mais écoute, j'ai un profond mépris. Enfin, par exemple, bon, là, je peux me permettre de dire un nom, mais Eric Tegner, si tu veux, que j'ai Mm. connu en 2016, directement, dès que je l'ai vu, j'ai senti la douille, j'ai senti l'arnaque. Hein. Enfin, je sais, on va peut-être parler au conditionnel parce que j'ai pas forcément envie de me faire attaquer en diffamation, mais j'ai senti un petit peu le truc. Je lui avais dit sur Twitter, je l'allumais, etc. Il m'avait vu en vrai, il m'avait dit, mais attends, en même camp, etc. Je lui avais dit, mais euh, non, tu dis beaucoup de bêtises, moi j'en peux plus, ça m'insupporte, tu vois. Et en Mm. plus, en tant que personne, j'ai des problèmes avec toi. Et donc, bah, forcément, je m'étais grillé auprès de gens, tu vois. Donc, Eric Tegner, donc c'était Livre Noir. Je pouvais pas bosser là-bas, Mm. tu vois. Même si j'avais des amis là-bas, il y a aussi plein de gens bien à droite, hein, tu vois. Et puis, bah, vu que j'étais assez vocal, effectivement, les gens étaient là à dire, bon, bah, Armel, c'est aussi un peu un. J'étais un peu grillé aussi, tu vois. C'est que Mm. tant que j'étais à Valeurs Actuelles, j'avais une certaine, pas du pouvoir, mais j'étais un peu sécurisé. À partir du moment où j'en sors, finalement, je suis assez vulnérable. Et, et les gens sont là à se dire, bon, bah, Armel, c'est un emmerdeur qui peut pas s'empêcher de parler, tu vois, et de dire ce qu'il pense des gens. Pas forcément envie de bosser avec lui, tu vois. Mm. Là, je grossis le trait à fond. Mais Mm. j'imagine que ça a aussi été un paramètre. Et quand j'ai quitté VA en plus, bon, je me suis dit, j'ai bossé en la com politique, tu vois, Mhm. parce que j'avais des contacts là-dedans. Et en fait, j'ai une personne de Valeurs Actuelles
qui allait prendre un repas avec un mec qui dirigeait une agence de com et qui devait m'embaucher. Il allait prendre enfin, il allait faire un resto avec lui. Et juste avant d'aller au resto, il m'a dit, écoute, tu nous ramènes absolument tout le matériel qu'on t'a passé, etc. Absolument tout. Et puis voilà. Sinon, sache que moi, je vais prendre un verre avec ton futur employeur, que c'est un pote. Du coup, voilà, je te laisse comprendre ce qui peut se passer. Hmm. Et là, je me suis dit, non, mais c'est mort. En fait, il faut vraiment que je sorte de ce milieu parce que je vais être en position en permanence de dépendance et de grande vulnérabilité, tu vois. C'est pas Hmm. possible, en fait. J'ai pas envie de passer ma vie, si tu veux, en fait, je serais pas libre. Et donc, Hmm. tu vois, donc je me suis dit, ok, faut en sortir. C'est le plus dur à faire, mais faut en sortir. Et donc, j'en suis sorti, en fait. Déjà Hmm. pour ces raisons-là, si tu veux. Parce que bah, c'était pas possible, c'était plus possible pour moi d'y travailler, en fait. Hmm. Et alors après, il y a quelque chose que tu as un tout petit peu commencé à évoquer là, Ouais, et qui est un moment, tu as dit qu'en gros, tu n'avais pas envie de te réveiller le matin en travaillant pour quelqu'un qui te faisait dire des choses dans lesquelles tu ne croyais pas. ouais, Donc ça, c'est en fait les idées. C'est-à-dire ouais, que en parallèle de tout ça, et on va bientôt venir du coup à la question de Calais, de ton ouais, reportage sur Calais, mais je pense que c'est ce que tu me disais en off, il y a une évolution aussi idéologique, alors qu'il n'est pas, j'imagine qu'elle n'est pas, t'es peut-être pas devenu un fan de je ne sais, j'ai pas envie de citer des noms, mais voilà, de euh, X ou Y streamer d'extrême gauche, mais c'est vrai que moi, dans ce reportage sur Calais, j'ai vu des choses qui m'ont surpris d'une production VA+, en fait. ok, Parce que... Donc voilà, peut-être pour qu'on parle un peu de ça maintenant et pour résumer la ouais, chose aux auditeurs, auditrices, ce reportage sur Calais, donc moi tu m'as envoyé ça, je me suis dit, oh là là, putain, un truc de VA+, sur la jungle de Calais, dans quoi je m'embarque? Et en fait, il est assez étonnant parce que donc c'est un truc qui n'a jamais été diffusé publiquement, ça a été diffusé aux abonnés, si j'ai bien compris. c'est ça paye, ouais, ça peut être payant, ouais. Voilà, donc mais ça a jamais été en public, en clair sur Internet. Ouais, Euh, et, et en fait, c'est assez étonnant parce que dans ce reportage, donc il y a 3 années, je crois, c'est ouais, ça. c'est ça, ouais, ouais, 3 ans à peu près, ouais. euh, Tu vas à Calais pour filmer donc c'est les restes, ce qui reste de cette fameuse jungle de Calais Ouais, où les migrants vivaient. Et tu interviews un certain nombre de personnes. Et toi-même, tu prends position, c'est ça qui est marrant en fait. C'est que ouais, tu peux pas t'empêcher de faire un commentaire. Donc en gros, pour résumer les choses, moi ce qui m'a surpris, c'est que d'un côté, tu interviews Marc de Florian, donc, qui est un élu au Rassemblement ouais, national, et de ouais, l'autre côté, tu interviews Philippe de Mester, Juliette Delaplace, ouais, donc des gens qui sont plutôt issus de milieux associatifs en fait, Secours ouais, catholique, etc., et qui ont un discours extrêmement pro-migrants. ouais, En tout cas, pro-sécurité des migrants. Je pense qu'on peut le dire ouais, comme ça. ouais, Parce que eux, ce qui les inquiète, c'est qu'en fait, les mesures qui sont mises en place par le gouvernement provoquent la mort de migrants. Et en plus provoquent une ghettoisation, enfin voilà, un délitement extrêmement important des conditions de vie des gens qui sont en situation ouais, migratoire. Et tu prends plutôt parti pour eux, en fait. C'est ouais, ça qui m'a surpris. C'est-à-dire qu'à un moment, et peut-être on mettra peut-être je mettrai l'extrait, mais il y a un moment où voilà, Marc de Florian dit quelque chose, et puis après tu vois derrière que Juliette Delaplace dit autre chose. Donc Juliette Delaplace je crois qu'elle est universitaire, hein. En tout cas il me semble qu'elle a publié un elle est papier sur, ouais, elle est ex universitaire, Sciences Po, ouais. ex Sciences Voilà, Po, et Secours qui bossait là-bas. catholique. Ouais, Voilà, et qui, voilà, en fait, vient contredire. Voilà. Et donc, c'est ce que tu avais l'air d'évoquer, c'est que toi, ce qui t'intéresse, c'est aussi quelque part l'aspect factuel de ouais, ce c'est qu'on peut ça. dire. Et donc voilà, donc, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ce reportage? Est-ce que tu y Ouais. es allé en ayant des idées préconçues et sur le terrain, tu as évolué, ou est-ce que tu avais déjà. Enfin, tu vois, comment ça s'est passé? Bah, j'y suis allé. Bon, déjà, j'étais jamais allé avant, donc si tu veux, vu que je m'étais politisé en 2015-2014, si tu veux, voilà, Hmm. j'étais politisé à droite depuis en 2014. Donc la jungle de Calais, ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on en parlait à l'époque. Ça faisait, tu vois, 8 ans que c'est dans mon Hmm. imaginaire Bien sûr. de français. Et effectivement, ouais, il y a des époques, c'était là à me dire, putain, mais au secours, Calais, c'est des fous furieux, les migrants, ils agressent tout le monde. T'avais des vidéos de temps en temps qui passaient, effectivement, de chauffeurs poids lourds qui se faisaient agresser par des migrants lorsqu'ils passaient à des stations-service et compagnie. Donc, tu vois, après, c'est toujours pareil. C'est qu'en fait, tu vois un fait divers sur le coup, qui va te mettre à vif, Hmm. tes émotions vont répondre, tu vas être assez énervé. Puis bon, après, t'entends plus trop parler. Mais
bon, j'entendais quand même parler assez régulièrement. Mais franchement, j'avais pas vraiment de. Enfin, j'y suis pas allé en me disant je vais me faire du migrant, tu vois. Je suis pas allé en me disant Hmm. il faut qu'on montre le scandale que c'est, comment est-ce que la France aide les migrants plutôt que les vrais Français, etc. Non, j'y suis allé en me disant bon, on va voir parce que c'est vrai que la jungle n'existe plus. Je sais pas trop comment ça a évolué, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, en fait, le curé de la paroisse de Calais, c'était un formateur du séminaire où j'étais, donc en fait, je le connaissais. Et il était Hmm. avec un de mes anciens camarades, donc c'est très marrant, on a discuté rapidement et tout. Puis je l'ai interviewé aussi. J'ai oublié son nom, mais c'est le père, c'est le prêtre en col romain qu'on voit avec les cheveux un peu courts là. Mhm. Donc j'avais pas d'opinion préconçue, si tu veux. Euh, et donc j'arrive sur place. Bon, effectivement, je suis avec un collègue qui lui bosse pour l'écrit. Puis en fait, bah, euh, j'aurais du mal à dire si j'ai changé d'opinion sur place. Enfin, c'est-à-dire que euh, je me souviens, j'ai trouvé un élément, si tu veux, un événement lors de ce reportage qui m'a marqué, mais euh, quand j'ai vu ceux qu'on appelle les migrants, si tu veux, bon, qui est un terme finalement qui est pas très, c'est un terme que j'aime pas du tout parce que en fait, bon, alors ça désigne une réalité que ce sont des immigrés, tu vois, qui ont quitté Hmm. leur pays. Migrants, j'aime pas trop parce qu'en fait, on fait de ce phénomène une sorte de phénomène naturel, tu vois. Et même si Hmm. l'immigration et les mouvements de population entre les pays ont toujours existé, leur situation est absolument exceptionnelle et elle n'est pas normale en tant que bah, ces personnes-là, s'ils avaient eu le choix, auraient certainement préféré rester dans leur pays et y vivre, Hmm. tu vois. S'ils avaient eu le choix, si leur pays s'était bien porté. Hmm. Euh, une conviction que j'avais déjà à l'époque, c'est que s'il y a autant de gens qui quittaient ces pays d'Afrique, ou bien du Moyen-Orient et du Maghreb pour venir en France, c'était pas parce qu'ils étaient méchants. C'était pas parce que c'était des paresseux qui voulaient voler l'aide sociale, si tu veux. C'est que Hmm. j'avais déjà commencé à voir. À l'époque, j'étais pas décolonial, tu vois. Enfin, sur la colonisation, j'avais encore une opinion qui était. J'étais à fond dans le roman national. J'avais une Hmm. opinion qui était de dire la France a fait un super travail. Heureusement qu'on était là parce qu'on leur a filé des routes et des hôpitaux. C'était ma position à D'accord. l'époque. Ouais. En revanche, si tu veux, j'avais quand même remarqué qu'on avait mené des opérations de déstabilisation dans certains Hmm. pays et qu'on n'était pas étranger au contexte de ces pays, si tu veux. On n'était pas étranger au sort de ces personnes. Bon, Hmm. ce qui fait que moi je les vois, j'ai pas de haine particulière contre eux. Et puis en fait, bah, je découvre les mesures qui sont prises contre eux. Si tu veux. Je découvre qu'en fait, il y a des décrets qui sont passés, des décrets qui font que bah, les CRS tous les jours, dès qu'ils voient une tente, ils la crèvent au couteau. Ils la sabotent. Que je sais pas, ouais, dès qu'ils ont, enfin, ils coupent les points d'eau, ils coupent les points d'eau et les douches publiques, etc. Tu vois. Hmm. Et- mais en même temps, en fait, c'est toute l'absurdité de Calais. Mais en même temps, on leur interdit de partir. On leur Hmm. interdit d'aller à Londres, enfin d'aller en Angleterre, si tu veux. On leur dit Hmm. non, vous devez rester ici, vous ne quittez pas la France. Euh, mais par contre, voilà, on va déchirer vos tentes, on va retirer les points d'eau, etc. J'étais à me dire, mais c'est complètement absurde, enfin, ça n'a aucun sens. En plus, je voyais bien que c'était pas méchant, parce que c'est justement, je voulais revenir à ça, je me suis éclairé mon sujet, mais migrant, en fait, c'est un terme un peu vague. Mais la réalité, c'est que, en fait, t'as plein de cultures différentes et t'as plein de peuples différents. T'as les Érythréens qui sont catholiques, en fait. Bon, ouais, Hmm. c'est une version du catholicisme un peu judaïsé, etc., tu vois. Mais t'as les Érythréens qui sont catholiques, bon, t'as les Syriens qui sont musulmans, des Irakiens. Mais si tu veux, t'as quand même une grande diversité de population. Euh, et je vois que ce sont des gens à peu près normaux, quoi. Enfin, tu vois, moi, je vais leur parler à un moment donné. Je vais les voir dans Il y a un un, moment où tu bouffes avec des ouais, je bouffe Irakiens. avec Ouais. eux, ouais. Ouais, je bouffe avec des Irakiens, tu vois. Ouais. Ouais, je vois que les mecs sont très sympas, j'avais pas peur d'eux, tu vois. Je Ouais, suis bien sûr. allé, je voulais aller les voir. Et bah, je vois que c'est des mecs de mon âge à peu près, tu vois, qui ont traversé Hmm. la moitié de l'Europe. Il s'agit pas de faire du misérabilisme en disant, Non, bien sûr. de faire un chantage, tu vois, un chantage en disant, ah, les pauvres, ils ont souffert, bon, du coup, les frontières, c'est pas bien, tu vois. Parce que ça, c'est un discours que je trouve un peu déconnecté de la réalité des faits, tu vois. Mais Hmm. bon, les mecs, ils sont là. À cause de l'Union européenne et de ses lois absurdes en matière d'immigration, en fait, il faut que ce soit le pays d'arrivée qui les expulse. La France, en fait, la France va vraiment les expulser. Et la réponse de Macron, en fait, à cette situation et des différents gouvernements de gauche comme de droite, ça a été, en fait, à chaque fois qu'il fallait récupérer un peu de crédit chez les électeurs de droite, faire une Hmm. opération de com, en fait, où on envoyait le ministre de l'Intérieur faire un discours en disant il faut de la fermeté à Calais, etc. Et donc, les médias parlaient de nouveaux plans à Calais, de comment est-ce qu'on allait, en fait, détruire les tentes et les campements. Ouais, mais quelle autre solution veut leur apporter, tu vois? Vous parlez de relogement dans des, loc- dans des habitations d'urgence, des hôtels et compagnie. Le problème, c'est que c'est à 30-40 km, ça peut éclater les communautés qu'ils ont formées. Et en plus, eux, ils ne veulent pas partir dans ces logements, ils veulent aller en Angleterre. Donc, si tu veux, j'étais allé à me dire, bah, c'est injuste ce qu'ils vivent. Parce qu'en fait, à un moment donné, soit on est pour l'ouverture des frontières, etc. Dans ce cas, on laisse passer ces gens, ils vont en Angleterre, ils font leur vie, si tu veux.
soit on est contre, mais on peut pas commencer à les accueillir chez nous, à les laisser ici, à leur interdire de partir, et en même temps à crever leur tente, à leur interdire des points d'eau. Je veux dire, c'est quand même Hmm, absurde. Et c'est inhumain. C'est bien factuellement sûr. inhumain, quoi. Je suis désolé. Tu peux pas commencer. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour que, en fait, un ministre, enfin, pour qu'un gouvernement de droite comme de gauche puisse lâcher un peu de lest à droite et dire, rassurez-vous, donc semaine A, ils vont faire un truc qui va pour rassurer un peu les gens de gauche, pour s'attirer les faveurs, tu vois, de l'Assemblée des députés de gauche. Hmm, Les gens de droite vont gueuler. Du coup, oh, mais rassurez-vous, on est bien de droite parce qu'on tape sur les migrants. Je suis désolé, c'était absurde. Donc si tu veux, hmm. Marc de Florian, le mec du RN, était bon, très sympa, tu vois. Mais en fait, en parlant aux associatifs et aux gens sur le terrain, mais t'étais obligé de voir, enfin, qui avait raison. Ouais, j'ai pris parti en fait, parce que les migrants sont pris en sandwich dans la guerre de, fin, dans le jeu de communication en fait de la politique française, Mhm. et en étant les seuls qui fassent un truc, ce sont ces associatifs. Il n'y a pas que des gens de gauche. Je pense qu'il y a aussi, tu vois, des gens qui sont pas forcément très politisés. Par exemple, il y avait la femme, tu sais, la dame Mamie Téléphone, là. La Oui, Mamie Téléphone qui est à l'eau. Tu vois, elle, par exemple, pendant des années sur Twitter à droite et compagnie, je la voyais se faire, mais injurier, traiter de tous les noms, etc. Ouais, grosse hmm. ceci, grosse cela. Enfin, je vais pas dire les termes parce que, On va donner juste un peu de contexte. C'est une dame qui, chez elle, genre dans son garage, recharge les ouais, portables c'est ça. pour Enfin, les les personnes personnes en migrantes. situation Ouais, migratoire. c'est ça. Et voilà, elle les accueille, elle leur peut-être donne un petit truc à bouffer, un petit truc à Ouais, c'est ça. boire. Et Voilà. même Et des donc, petites images religieuses. C'est ça oui, qui m'a c'est fait vrai, rigoler, oui, si tu veux. oui, c'est vrai. Parce que moi, j'étais là à me dire, bon, bah, à l'origine, c'est vrai que j'avais pas cette nuance-là. Je me disais, bah, les migrants, c'est des musulmans. C'est des musulmans, Hmm. etc. Et en fait, bah, c'est là où j'ai découvert, par exemple, les Érythréens qui sont catholiques. Et elle me disait, bah voilà, j'ai des images religieuses à disposition, j'ai une petite crèche avec le petit Jésus, etc. Forcément, en tant que catholique bourgeois, ça m'a vraiment touché. Hmm. Ça m'a touché, tu vois, ça m'a plu. Puis là, cette femme, en fait, j'ai vu juste une dame qui est confrontée à la misère devant elle, et juste qui y répond, c'est tout. Enfin, je veux dire. Alors après, l'argument à droite, ça va te dire, ouais, mais il y a des Français qui souffrent. Et c'est vrai, bien sûr que oui, il y a des Français qui souffrent également, tu vois. Mais en fait, on n'est pas obligé d'opposer ces souffrances, Hmm. parce qu'en fait, on n'a pas besoin de choisir. C'est ça le truc aussi, c'est que, autant à l'échelle internationale, là, je veux dire qu'il faut choisir, dans la mesure du possible, tu vois. C'est-à-dire que quand tu as un pays qui a des ressources, les pays ont des ressources finies, c'est bien d'ailleurs ce dont on se rend compte avec l'écologie, c'est que les Hmm. ressources sont pas illimitées. Bon, un pays ayant des ressources finies, il faut faire un arbitrage qui n'est pas forcément très rigide entre les gens qui vivent dans mon pays et les gens qui sont à l'extérieur. Hmm. C'est assez logique. Ce qui ne t'interdit pas par ailleurs de créer des liens diplomatiques, de donner de faire de l'aide humanitaire. Ce qui ne t'interdit pas, s'il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée, de les prendre en bateau, de les ramener, enfin, peut-être dans un camp pour les soigner, les traiter, tu vois. Mais tu as quand même cette logique-là. Mais quand tu es à l'intérieur du pays, je suis désolé, euh, en France, enfin, je veux dire, on peut pas en vouloir à quelqu'un qui va filer un coup de main à des pauvres gars, des pauvres femmes qui sont dans la misère, quoi, tu vois. Hmm. Et cette même personne, s'il y avait un blanc de souche qui venait demander de l'aide, ben, elle la donnerait aussi. Enfin, tu vois, Bien c'est sûr, bien sûr. bref. Donc, et là, j'ai découvert cette femme, et ouais, super boulot qu'elle faisait, quoi. Hmm. Qui, donc elle, de ton point de vue, n'est pas vraiment particulièrement politisée, elle est juste en fait Non, dans une mentalité aidante. oui, voilà. Après, parfois, il y a quelque chose qui va être un peu agaçant à gauche. Bon, je dis à gauche, mais tu vas le trouver à droite aussi, tu vois. Mais ce qui peut être agaçant, mais c'est pas vraiment, c'est pas forcément lié à la couleur politique, mais ça va être ce don qu'ont certains militants de se draper de la vie de la vertu, tu vois, et dire, Hmm. mais moi j'ai compris la souffrance des gens, tu n'es qu'un égoïste, moi je suis gentil, moi je suis un grand Hmm. cœur, etc. Et je vais montrer à tout le monde à quel point je suis quelqu'un de bon. Bon, en général, c'est plutôt en parole qu'en acte, hein, voilà. Donc ça, effectivement, ça m'agaçait. Et c'est ça que ça peut être agaçant. En attendant, c'est pas ce que fait cette femme, tu vois. Il y a Hmm, non, une pas du tout. caméra qui arrive, elle lui répond volontiers. Euh, Bah voilà quoi. Mais c'est vrai que ça c'est bon. Ça c'est le côté catholique depuis tout petit. On m'a toujours, d'après les paroles de Jésus-Christ, il nous dit Jésus-Christ, fais du bien, mais ce que tu fais de bien, fais-le dans le secret. Hmm. Le fais pas pour les hommes. Le fais pas pour que les hommes te voient et qu'ils se disent t'es quelqu'un de bien. Fais-le dans le secret et ton père qui est aux cieux voit ce que tu fais, tu vois. Donc, Hmm. ouais, j'étais là à me dire mais c'est exactement ça, c'est super. Ok, intéressant. Et donc, alors, sur ce fameux reportage donc, sur Calais, en off, tu me disais que c'est aussi quelque chose qui a été utilisé un petit peu comme motif Alors pour mettre fin du coup à ton contrat avec VA+. moi je parlais surtout du reportage sur le Danemark, mais peut-être que Ah, j'ai mal écrit. j'ai pas vu celui-là. Tu peux le regarder aussi si tu veux. Ok. Mais c'est sur le Danemark, qui là est sur la politique migratoire du Danemark. Donc ouais, on est parti au Danemark et en Suède pour faire un petit reportage là-dessus. Et Mhm. en fait, dans celui-là, tu vois, bah, c'est pareil. En fait, j'ai évidemment donné la parole aux sociodémocrates, au centre-gauche, à la droite, mais du coup aussi
à l'extrême, enfin à l'extrême gauche, à l'aile plus La gauche sociale de la radicale, gauche, tu vois, ouais. la gauche radicale, et aux communautés musulmanes, enfin islamiques, je sais pas si c'est voilà, islamiques, qui étaient victimes de certaines politiques de déghettoisation. Voilà. Hmm. Et en fait, euh, j'ai bien senti que ça ne répondait pas, si tu veux, Cahier des à ce charges. qu'attendait au cahier des charges, bien que pour le coup, j'ai quand même toujours eu une certaine liberté de ton. Le fait que ce reportage ait pu sortir sur VA+, te montre quand Hmm. même que j'étais assez libre, Effectivement, tu vois. effectivement. Euh, Cependant, c'est sûrement venu s'ajouter à cette perception de, il pense qu'il est meilleur que nous, il pense qu'il est plus intelligent que nous, ou bien il n'est pas assez dans les clous, il est pas. Et moi, c'est après le reportage sur le Danemark. Déjà avant que je parte, bon, on a un peu essayé de me le saboter en me prenant du matos et compagnie. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais en plus, une fois que j'en suis revenu, en fait, c'est juste après que je suis revenu du Danemark que je me suis fait dégager, en fait. Et, en fait, différentes personnes de la direction sont allées questionner les mecs avec qui j'avais bossé pour essayer de trouver des éléments contre moi, pour dire ouais, qu'est-ce qu'il a dit, etc. Il t'a fait ça, comment s'est comporté Armel et tout. Voilà. Celui sur le Danemark, en l'occurrence, lui, c'est vraiment celui dont je suis le plus content parce que c'était mon dernier documentaire et ça a été pas mal de boulot. Hmm. Et mais c'est un peu dans la même vibe que Calais, tu vois, juste que c'est plus travaillé au niveau narratif, c'est plus Hmm. construit, etc. Tu vois. Mais oui, c'est juste cette perception. C'est sûr que avec le temps, en fait, il y avait une distance, j'avais de plus en plus de distance qui se crée vis-à-vis de certains de mes collègues parce que bah, j'étais plus totalement en phase avec eux, tu vois. Hmm. Évidemment, je pouvais être le bon droitard de soirée. J'ai pas de problème à faire des blagues, tu sais, je faisais des blagues horribles, etc. Enfin, tu vois, à rigoler, et voilà. Hmm. Bon, je restais un vrai bon droitard, mais c'est vrai que sur le fond, quand on en venait aux faits, tu vois, et aux opinions et comment elles se traduisent, il y a quand même une distance qui se crée, il y avait des débats qui commençaient à naître, et des désaccords assez fondamentaux sur les problématiques qu'on peut vivre en France, parfois sur l'immigration, sur l'islam, etc. Hmm. Et donc, ces différents reportages ont contribué à creuser peut-être ce fossé, tu vois. Hmm. Ok, c'est intéressant. Un peu plus tôt, justement, cette phrase m'a un peu. Encore une fois, tu disais, se réveiller le matin et pas travailler, pas aller travailler pour des idées défendre des idées dans lesquelles on croit pas. Et en fait, c'est quelque chose qui me questionne parce que c'est quelque chose qui existe. T'as des gens, y compris des gens extrêmement Ouais, célèbres, qui ouais, font ça. Tu vois, moi, l'exemple qui me vient en tête, c'est Tucker Carlson. Tu vois de qui il ouais, s'agit? ouais, bien sûr. Donc, journaliste très très célèbre qui maintenant est indépendant. Il était pendant longtemps sur Fox News, dont on sait qu'il a très longtemps défendu Trump alors qu'il le déteste. Et c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aurais bien aimé avoir ton ressenti là-dessus, puisque visiblement on partage cette sensibilité-là, qui est de dire en fait, ce serait pas possible pour moi d'aller professer des idées dans lesquelles je ne Ouais, crois pas. Parce que voilà, lui, il en a fait. Tu vois, ce type de profil ouais, m'apparaît comme étant beaucoup plus inquiétant que finalement un droitard sincère. Parce qu'il est cynique. Parce que, en fait, ce qui le motive, c'est pas les idées. Ce qui ouais, le bien sûr. motive quelque part, c'est autre chose. Ça peut être la fame, ça peut être Ouais, l'argent. ouais, Mais en tout cas, il n'y a pas, il y a aucune sincérité. Et ça, ouais. tu vois, je sais pas, voilà. J'avais pas prévu qu'on parle de ça, mais ça m'interroge. Je me demande ce que t'en penses. La première chose, c'est que je pense qu'il faut quand même avoir beaucoup d'empathie euh, vis-à-vis vis-à-vis des personnes qui peuvent faire un travail qu'ils n'aiment pas, enfin qu'elles n'aiment pas, ou bien qui peuvent dire des choses en lesquelles elles ne croient pas, parce que très souvent on y est contraint. Hmm. C'est ça le truc aussi, c'est qu'il y a une contrainte économique. Moi, je me mets à la place de journalistes qui peuvent bosser à droite, qui savent qu'ils sont grillés, leurs Hmm. opinions elles peuvent évoluer, ils ont un crédit immobilier, ils ont une femme, des enfants peut-être, et qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Qu'est-ce qu'ils font? À un moment donné, il faut aussi vivre, tu vois, il faut, Bien sûr. je dois, et Et ça, donc, j'appellerais pas ça du cynisme. non, c'est pas du cynisme, Ça, non, bien sûr, j'appellerais ça une forme de pragmatisme qui est, et là, oui, on est dans des logiques très marxistes, en fait. C'est-à-dire, effectivement, tu as oui, une contrainte économique, voilà, t'es un peu obligé quelque part, tu vois. voilà. Donc, Mais Tucker Carlson, c'est pas exactement ça. oui, mais c'est important quand même de redire ça, si tu veux. C'est qu'en fait, T'as raison, effectivement, absolument, c'est il important. faut, c'est important parce que bon, c'est aussi une réalité, tu vois. Bien sûr. Après, voilà, des gens cyniques qui ne croient pas en ce qu'ils disent, effectivement, j'en ai connu, j'en ai vu. Alors, ouais, ta question, c'est qu'est-ce que je pense Ouais, de. comment Bah, tu l'expliques? Qu'est-ce que moi comment je l'explique? en fait, je suis tellement Ah, pas bah, comme ça que tu vois, c'est aberrant pour moi. euh,
Bah, la manière dont j'explique, effectivement, franchement, c'est simple, effectivement, c'est l'argent et c'est le pouvoir, en fait. Le fait d'être connu, d'être vu, te donne un pouvoir, te donne de l'influence, les gens te regardent, les gens t'aiment, on te Mm. remercie dans la rue, on fait des photos avec toi, etc. Et en fait, pour des personnes, alors, il y a des personnes qui veulent le pouvoir, il y a des personnes qui ont faim, tu vois, qui ont énormément d'ambition et qui veulent le pouvoir. Voilà. Donc ces personnes-là, effectivement, ça va très bien leur convenir. Euh, Tu vois, bon, il y a Léa Salamé. Léa Salamé, elle, ce qui l'intéresse, c'est le moment. T'as vu, Mm. je sais pas si t'as vu ça, c'est La absolument petite phrase, incroyable. ouais, ouais. Ouais, la phrase qu'elle a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la recherche de la vérité ou quoi, c'est le moment. Je me lève le Mm. matin, je me dis, est-ce que je vais avoir un moment dans mon émission? Bon, donc t'as les personnes, voilà, ce qu'elles veulent, c'est faire de l'argent, être vues, être connues, parce qu'elles veulent le pouvoir, elles sont ambitieuses. T'en as d'autres qui ont parfois des failles narcissiques, tu vois. C'est-à-dire, Mhm. on a tous des failles psychologiques, Bien tu vois. sûr. Bon, moi-même, quand j'ai commencé, si tu veux, je me souviens que j'étais plus jeune et que j'avais un certain besoin de reconnaissance. J'avais Mm. besoin d'être, pas admiré, mais de me sentir validé. Qu'on me dise, Mm. oui, Armel, c'est bien ce que tu as dit, merci beaucoup, tu vois. Voilà. J'étais plus jeune à Mm. l'époque. Assez rapidement, je me suis détaché de ce besoin de reconnaissance et je me suis rendu compte que finalement, être connu, ça m'intéressait pas spécialement, tu vois. J'aurais pas été plus malheureux en étant pas connu. Mais c'est vrai que voilà, c'est l'autre phase enfin, l'autre explication, c'est effectivement des failles narcissiques et des problèmes psychologiques en fait. C'est des gens qui n'ont pas confiance, des personnes qui n'ont pas confiance en elles, qui veulent être admirées, qui veulent être connues. Euh, ouais, moi, c'est peut-être ce que j'ai vu. J'en ai vu beaucoup des comme ça. Puis après, l'autre point aussi, c'est quand même la consanguinité qu'il y a, cette consanguinité politique entre le milieu politique et journalistique. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus tout séparé en fait. C'est Mm. les politiciens et les journalistes couchent dans le même lit. Et très souvent, le journalisme peut être une manière, si tu veux, d'acquérir une influence sur la population, enfin, sur des audiences, et ça peut être un tremplin vers une carrière politique. Mm. On sait notamment que certains rédacteurs en chef de certains médias de droite, ce qui les intéressait en créant tel ou tel média, c'était d'acquérir suffisamment de légitimité et d'influence pour ensuite, alors déjà pour pouvoir donner des faveurs à un parti politique avec des Mm. interviews, etc. Et ensuite pouvoir accéder au poste de directeur enfin, porte-parole du parti ou responsable de la communication. Et en plus, vu que maintenant la politique se réduit souvent, enfin, en tout cas l'expression politique dans le débat public se réduit souvent à la communication, si tu veux, c'est encore plus flou. Donc il y a aussi ça, si tu veux. Il y a aussi les militants qui essayent de passer dans un parti et de rentrer dans des positions de pouvoir dans les partis politiques, si tu veux. Et qui Mm. du coup ne croient pas spécialement à ce qu'ils vont dire, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est acquérir suffisamment de notoriété pour pouvoir franchir le Rubicon, tu vois, Mm. et passer de l'autre côté. Euh, mais oui, c'est sûr que c'est sûr que c'est- enfin, c'est compréhensible du coup, c'est pas incompréhensible, mais c'est insupportable, pardon. Ça, c'est insupportable. Mm. Ouais. Alors, c'est vrai que moi aussi, hein, ça me questionne beaucoup et même ça m'irrite parfois. Et en même temps, c'est d'ailleurs bien que tu aies fait ce rappel sur les contraintes économiques. Moi, c'est quelque Ouais. chose aussi que j'essaie de faire sur la chaîne. J'essaie de me mettre à la place des gens. J'essaie de pas être dans l'humiliation. Alors, Ouais. Personne n'est parfait, hein, ça m'arrive de lâcher une petite pique, Ouais. mais Ouais. voilà, même quand je fais la critique d'un vidéaste avec lequel je suis en désaccord total, tu vois, il y a quelques mois, j'avais fait par exemple une vidéo de réaction à la vidéo du Raptor sur l'écologie. Ok. Ouais. J'essaye de ne pas être trop, comment dire, Insultant. agressif et Ouais. insultant, c'est ça. Ouais. Parce que déjà moralement, je trouve ça questionnable de se comporter comme ça, mais en plus, ça me paraît pas super efficace, éventuellement pour faire changer cette personne-là, ce vidéaste d'avis, mais même pour son public, ça me paraît pas non plus super efficace. Absolument. Ouais. Ouais. Mais justement, moi, je suis je suis peut-être un peu dogmatique là-dessus, donc j'aurais bien aimé savoir ce que tu pensais de ça, sur quoi tu es d'accord, où je trouve les limites de ce que je dis. Parce que en discutant de ça avec d'autres gens, il y a certaines personnes qui ont pu me dire, bah en fait, peut-être qu'il faut un peu les deux, peut-être qu'il faut des gens très posés, avec un ton calme, propre, poli, et aussi des gens plus agressifs. Peut-être que certaines personnes ont besoin de se faire choquer. Tu vois, voilà, je voulais savoir ce que tu pensais de ça. Toi, qu'est-ce qui a pu te faire évoluer dans tes opinions aujourd'hui, de ce que tu me disais en off, tu as quand même comment dire, des considérations politiques qui sont plus éclectiques et qui Ouais. tendent parfois plus à gauche que ça pouvait être le Ouais. cas par le passé. Voilà, qu'est-ce qui, toi, te paraît efficace pour changer d'avis, pour faire changer d'avis, etc.
Alors après, donc le débat sur effectivement sur la forme, c'est vrai en fait. Enfin, le débat sur la forme de est-ce qu'il faut être plus posé ou plus incisif. De toute façon, il est insoluble parce que dans tous les cas, il y aura toujours les deux. Si tu veux. C'est en fait. Après, si c'est ton média, si tu veux lancer ton média, effectivement, tu peux te poser la question de comment je vais faire passer mon message, mais tu peux très bien avoir dans le média deux formats. Tu vois, tu peux avoir un format un peu plus piquant et des Mm. formats plus posés, tu vois. Bon. Mm. Ce qui est sûr, c'est que je pense que pour changer d'avis, le mieux, c'est d'être confronté le plus possible aux faits. Parce que le problème d'un média d'opinion comme VA+, c'est que les faits, forcément, enfin, mais n'importe quel média d'opinion, en fait, en fonction de ce que font les journalistes, les faits vont arriver de manière un peu filtrée, puisqu'on va passer déjà à travers le prisme du présentateur. Mm. Et donc, euh, et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, il faut que je donne à mon audience de la matière. C'est-à-dire, en fait, il faut que je lui donne des faits. Bah, je vais donner mon avis, effectivement, parce que c'est du journalisme d'opinion et parce qu'un journaliste peut donner son avis, je pense. Mhm. Donc moi, je donnais mon avis, mais je me disais, il faut, euh, primo, que j'élargisse les horizons politiques de mon audience, de mon public, enfin Mhm. de notre audience, c'est pas le mien, mais voilà. Mm. Euh, et secondo, il faut être honnête, c'est-à-dire que je peux pas leur mentir, il faut que je leur donne les faits tels qu'ils sont, tels que je les vois. Et effectivement, pour des questions morales, je peux pas commencer à me foutre de la gueule des gens que j'interviewe. Donc, par exemple, j'avais fait un reportage, je sais pas si tu l'as regardé, du coup, je t'ai envoyé la série. Il y en a Mm. beaucoup, hein, donc voilà. Ouais. J'en avais fait un à Avion, meeting de Fabien Roussel, du Oui, je l'ai PCF. vu, je l'ai vu. Je l'ai Voilà. parcouru, je l'ai pas regardé Ouais, intégralement, voilà. mais j'ai vu un petit peu. Voilà. Je suis allé faire ce meeting, et si tu veux, l'approche facile de ricanement, ça aurait été d'aller trouver des mecs et de les coincer sur Georges Marchais, et de Mm. leur dire, vous pensez quoi de l'immigration? Oui, on est pour l'immigration, ok. Ah ouais, c'est marrant, parce que Georges Marchais, lui, il était plutôt contre, regardez ce qu'il a dit. Mm. Il était de gauche ou pas, Georges Marchais? Ah ouais, bah, les gauchistes, ils sont incohérents, etc. Enfin, je parle à des mecs qui ont entre 40 et 70 ans, Mm. qui ont l'âge de mon père, qui ont bossé toute leur vie, qui ont été des mecs réglo, etc. Et moi, je vais venir me foutre de leur gueule. Enfin, déjà d'homme à homme, en fait. C'est-à-dire que déjà de personne à personne, je trouve ça, enfin, je trouve pas ça possible. Alors moi, il Mm. m'arrive parfois d'être respectueux, de m'emporter. Je veux dire, je suis pas un homme parfait. Mais je te parle moins de, 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 de qui je suis en tant que constante même, mais plus de ce qui m'animait, de l'idéal. Et l'idéal, c'est quand même essayer de respecter les gens. Et déjà, il faut les respecter. Et ensuite, il faut aussi élargir l'horizon de mon audience de droite. C'est-à-dire que ce qui peut être intéressant avec des militants de gauche, par exemple, ça va être de parler, par exemple, je sais pas, de l'évolution de la culture syndicale. De leur Mm. dire, ben, on voit que le travail a évolué, les structures du travail ont évolué, la culture syndicale a disparu. Comment est-ce qu'on fait pour à nouveau, voilà, venir parler aux nouveaux salariés? Comment on fait pour parler au cadre du tertiaire? Qui, en Mm. fait, quoi qu'on en dise, je veux dire, on peut les traiter de bourgeois, les mecs qui bossent chez Capgemini. On peut dire, ouais, c'est des bourges. Et en fait, ils sont finalement, enfin, fondamentalement soumis à la même tension et à la même soumission économique que des mecs qui bossent, qui sont en intérim, tu vois. Mm. C'est pas exactement pareil, mais il y a la même Non. chose, tu vois. Oui, oui, je C'est vois pas ce que tu veux exactement dire. pareil. Mais parce que l'intérim, c'est encore pire, parce que là, t'as pas la sécurité du salariat, et puis bref. Bon. M- Mais tu vois, et donc je me disais, bon, bah, voilà, essayer d'ouvrir l'horizon de mon audience, en leur montrant Mm. voilà, des nouvelles perspectives. Tu vois, et comme ça, si t'es un peu curieux, tu dis, ah, tiens, intéressant. Et donc oui, je pense que il faut essayer de de tirer un peu ton audience de la phase émotionnelle, tu vois. Les Mm. émotions, c'est normal, on en a. Et donc, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être énervé, on a le droit de pas aimer un tel ou un tel. C'est les émotions, c'est comme ça. Tu peux pas, si tu commences à dire non, mais il faut pas que je le sente comme ça, on va pas s'en sortir. Ce que dira n'importe quel psychologue, c'est, il faut accepter ce qui se passe en toi, tu vois, faut l'accepter. Ok, très bien. On l'accepte, c'est super beau, c'est la preuve de ton humanité, tu vois. Maintenant, ensuite, il y a le temps de la raison aussi, et de la réflexion. Et donc, c'est là où il faut essayer de, en tant que journaliste, euh, s'extraire un petit peu de cette phase émotionnelle pour aller sur la raison et pour donner à ton audience non pas des choses forcément qui, bah, ça va la faire réagir émotionnellement, c'est sûr, mais si elle pouvait ne pas, si elle pouvait ne pas être esclave de toi, Mm. tes petits atermoiements en tant que personne, tu vois. Ah ouais, moi j'étais super énervé parce que les migrants, il y en a un calé. Donc en fait, toute mon audience, je veux qu'ils soient énervés aussi, tu vois. Non. Mm. L'idée, c'est justement de ne pas les soumettre à cette dictature. Ou si je peux leur donner un maximum de faits présentés de manière honnête, eh ben c'est super parce que tu vois, par exemple, Juliette Laporte, là, cette associative qui bossait au Secours catholique, De la des choses place. intéressantes, de la place, pardon. Ouais, ouais. Elle a des choses intéressantes à dire, tu vois. Mm. Quoi qu'on en dise, elle connaît bien le sujet. Et donc, bah, ce serait intéressant que mon audience puisse entendre ce qu'elle a à dire. Parce que c'est comme ça qui est Mm. super avec les médias et Internet, c'est que d'un seul coup, je prends une personne hyper intéressante auquel les médias, enfin, qui n'aura jamais une tribune publique, et je fais passer son message. Bah, ce serait quand même Mm. super que je puisse faire passer son message sans l'altérer.
tu vois. Alors Hmm. bien sûr, je peux la questionner, la challenger, c'est ça qui est intéressant dans la contradiction, c'est comme ça tu arrives à faire accoucher la personne d'une vérité plus intéressante. Hmm. Mais voilà, essayer de donner à mon audience des faits. Parfois parfois je guide, je cadre un sujet, comme j'ai fait avec les meetings de Fabien Roussel, où par exemple je vais partir sur le syndicalisme. Donc là, c'est vrai Mhm. qu'on prend un prisme et compagnie. Et puis parfois, tu es un peu plus ouvert, et là, tu laisses la personne que tu interviews parler, de manière à ce que ton audience puisse se saisir des faits et qu'elle soit libre en fait. Tu n'as pas pris en Hmm. otage par mon contenu. Il faut qu'elle soit Hmm. libre et qu'elle puisse en fait, voilà, ne pas manipuler les gens. Il ne faut pas manipuler les gens. Tu peux les Hmm. influencer, c'est vrai, mais il faut être clair, tu vois. Donc, pas les manipuler. Je sais pas, je suis parti un peu dans tous les sens là, Non, mais non, c'est intéressant. Mais alors juste, ouais, on approche de l'heure d'interview, donc on va pas faire beaucoup plus long. ouais, Mais je voulais juste rebondir un petit peu là-dessus, parce que me faire un peu l'avocat du diable, quelqu'un d'un peu plus taquin que moi te dirait, oui, mais ok, un meeting de Roussel, finalement, c'est la gauche que la droite aime bien. c'est Qu'est-ce vrai. que, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est totalement vrai. Ça, c'est totalement vrai. Et, euh, et je suis pas sûr à l'époque que j'aurais eu le recul suffisant pour aller, par exemple, interviewer des coloniaux, par exemple, tu vois. Ça, Hmm. c'est vrai. C'est Hmm. totalement vrai. Euh, je sais plus ce que je pensais du FLN à l'époque. Je crois que je kiffais pas trop le FLN non plus. Euh, Néanmoins, si tu veux, étant sensible à la question de la résistance, tu vois, bah, voilà, Hmm. c'est un autre sujet, tu vois. Non, c'est intéressant, ouais. Mais j'étais pas non plus là à me dire c'est des salopards. Je me disais aussi, mais finalement, moi, si j'avais été un Algérien à l'époque, bah, c'est probable que je serais rentré dans le FLN, tu vois, parce que finalement, c'est Hmm. mon pays et je veux qu'il soit libre, tu vois. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bah, c'est là que tu vois que voilà, j'étais encore jeune et j'avais encore des choses à apprendre en tant que journaliste. C'est que on m'a dit Fabien Roussel, j'ai fait ouais, ok, d'accord, tu vois. Et à aucun moment donné, ça m'est venu à l'esprit de tiens, on va aller se faire un meeting d'une décoloniale pour parler des colonialismes, tu vois, Hmm. parce que j'en étais pas encore là, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà, tu vois. Non, non, mais c'était pas un reproche, Non, mais non, c'est vrai que mais on dit souvent oui, ça à gauche, au sein de la gauche radicale, machin. Ah, Roussel, c'est les saucisses. Voilà, c'est la gauche ouais, un peu finalement conservatrice. Ce qui est ouais, vrai ou pas, hein. Moi, je suis pas là ouais, pour ouais. rentrer dans ce débat-là, mais je pense qu'en plus, c'est un peu vrai et un peu faux par certains aspects. Ça dépend sur quoi. Voilà. Elle est moins radicale peut-être que sur certains aaspects, ouais. Ouais, bon, après, en fait, Notamment sur la partie culturelle. tout est discutable. Comment tu juges ça? Parce que d'un point de vue programmatique, moi, si je regarde les programmes des dernières présidentielles, il y a assez peu de différence entre le programme de la France Insoumise et du PCF. C'est des programmes qui sont très très proches. Donc, Ouais, la, quelle distinction tu fais? Peut-être sur le nucléaire, ils sont un peu plus pro-nucléaire au PCF. la distinction que je ferais, alors tu vois, bon, là, j'ai pas les problèmes sous les yeux, je les ai pas relus, donc je vais peut-être dire des grosses bêtises. Mais la manière dont je le perçois, c'est que le PCF se cantonne peut-être davantage à des questions euh, économiques et régaliennes, sociales, et Hmm. s'aventure peut-être finalement assez peu sur la question culturelle. Là où LFI, sur la question culturelle, est peut-être plus véhémente. Mais je suis, Bah, ça, c'est vrai dans la communication, mais programmatiquement, j'ai pas souvenir qu'il y ouais, ait des ça revient au même. différences. Ouais, il n'y a pas Ouais, des ok. différences majeures, il me semble pas. Par contre, c'est vrai que dans la com politique, complètement. Ouais. Complètement. Mais ouais, c'était une parenthèse comme ça. Non, mais ouais, ouais. Et alors, peut-être pour conclure sur une note un peu plus large, moi, on en a parlé aussi en off, je constate une certaine incapacité aujourd'hui des gens, enfin une incapacité, je ne vais pas dramatiser, mais j'ai l'impression que le débat et la conversation entre des gens qui ne sont pas d'accord se crispent de plus en plus. J'ai l'impression qu'on s'oriente vers un schisme politique au sein de notre pays où en fait il y a des chapelles et elles ne communiquent plus entre elles. Ça peut être bien ou pas. Moi, de mon point de vue, c'est pas bien. Et donc j'aurais aimé savoir, voilà, comment toi tu voyais le climat politique en France aujourd'hui. Moi, j'estime que les réseaux sociaux ont une responsabilité énorme dans la polarisation qu'on voit aujourd'hui dans les opinions politiques. Pas que en France, mais moi, c'est mon pays, donc c'est aussi celui que je connais le mieux. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et voilà, moi je te demande ça aussi, c'est une question orientée, c'est parce que moi-même, si j'emploie ce ton sur Internet, c'est parce que je veux pas contribuer à ça, tu vois. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord, pas Ouais, d'accord? Voilà, ça m'intéresse aussi que tu pointes les ouais, limites ouais. de ce que je dis, hein. Bah oui, enfin, comme toi, je me désespère un petit peu de. Enfin, je désespère, pardon, un petit peu de voir l'état, le climat de notre société. On a entre les individus beaucoup de méfiance, c'est beaucoup de tension, beaucoup de haine. Enfin, Après, bon, je suis un peu extrême, mais tu le vois quand même dans les transports en commun, par exemple, ou bien dans la rue. Tu vois qu'il y a des regards, il y a un peu de la méfiance. C'est un peu bizarre, c'est imperceptible. Mais tu sens que la société n'est peut-être pas très unie, tu vois, un peu désunie.
Mais à la limite de ça, c'est finalement, est-ce que ça, enfin, déjà a été le cas par le passé, tu vois. Si on prend l'affaire Dreyfus, par exemple, Hmm. l'affaire Dreyfus, ça a été un carnage, tu vois. Et donc, bon, est-ce qu'on a déjà eu en France un état de communion, etc. Pas forcément. Après, ce qui est vrai, c'est que la société française a été plus structurée par époque. Hmm. On avait effectivement des traditions syndicales et compagnies religieuses qui structuraient, mine de rien, la société en groupe et qui faisaient qu'il y avait peut-être des espaces comme ça, un peu de dialogue, qui sont plus là aujourd'hui, vu qu'on est davantage isolé, peut-être, tu vois. Euh, et vu qu'on est isolé, effectivement, on est assez vulnérable à cette, comment dire, disons plutôt que euh, les médias hystérisent. De toute façon, les médias, leur modèle économique, c'est la pub. Ils doivent faire des vues, ils doivent faire de l'impression. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs. C'était comme ça il y a un siècle. Les presses régionales suivaient les pires procès, etc. Il fallait faire de la vue. Donc on a toujours dû, si tu veux, voilà, vendre du papier en énervant les gens, tu vois, enfin en créant de la polémique. Euh, c'est donc bon, une société en bonne santé, si tu veux, elle peut le supporter relativement bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça s'est accéléré, comme tu le dis, avec Internet et les réseaux sociaux qui ont, disons que, en fait, le principal problème d'Internet, si tu veux, ça va être les réseaux sociaux, parce que Internet est Hmm. génial. Le problème des réseaux sociaux, c'est que, comme la presse, effectivement, leur modèle économique, c'est la publicité. Mais ce qui est super avec les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, ils connaissent très bien. Et donc, ils vont te montrer exactement ce que tu veux entendre. Ils vont te dire ce que tu veux entendre, et ils vont te montrer ce que tu veux voir. Bah, franchement, les algorithmes, moi, je trouve que la bulle algorithmique, alors, il y a un débat là-dessus, si tu veux, mais Non, mais moi, je genre, c'est l'observe. c'est le terme ce que tu veux qui me questionne. Ah oui, non, pardon. Ils Oui, vont faire ce qui effectivement. t'engage. Oui, c'est ça. En fait, Ce qui c'est t'engage le n'est pas truc. forcément ce que tu as envie de voir. Oui, c'est vrai. Moi, je vais voir, j'ai regardé une vidéo sur l'Ukraine, Hmm. où il y a une vidéo d'un média un peu conspi, tu vois, et Hmm. je vais avoir mon fil d'actu pollué de ça. Après, j'aurai que ça. C'est Hmm. insupportable. Ou bien tu likes un short qui rigole un petit peu sur les relations hommes-femmes et tout, et qui dit, ouais, D'accord. il y a des michtos et tout, tu vois. Tu likes Ouais. un truc là-dessus. Juste Et après, après, ils te t'as mettent du du Alexis Chains Andrew à fond. Hmm. Ouais, etc. Au secours. Et donc, en fait, les réseaux sociaux te canalisent, si tu veux, Hmm. et vont venir radicaliser, en fait, des curiosités que tu avais. Tu dis, ah, c'est vrai que je remarque que les hommes et les femmes, bon, il y a ça. Et ben là, d'un coup, tu vas dans un tunnel, et les réseaux sociaux, si tu veux, te prennent et te font rentrer dans un tunnel interminable. Hmm. Ah, et du coup, effectivement, donc c'est là-dessus que je voulais parler des influenceurs, c'est que du coup, bah, euh, pire que la presse, maintenant, on a en plus des individus, si tu veux, qui vont faire une chaîne YouTube et ne vont vivre que de ça, parce qu'ils se rendent bien compte qu'en fait, s'ils veulent faire des vues, il faut dire à leur audience qu'elle a envie d'entendre et qu'il faut se polariser. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, ça, c'est ce qui m'a un peu désolé avec le journalisme sur Internet, c'est que il faut trouver ton audience et lui dire ce qu'elle veut entendre. Enfin, toi, rester mono sujet et bref. Et donc, sur différentes facettes de ton identité politique, tu vas te faire radicaliser par Internet. Euh, Or, ton opinion politique, comment est-ce qu'elle se forme, enfin, comment est-ce qu'elle peut évoluer, comment est-ce que ta personne peut évoluer, c'est en échangeant avec d'autres individus qui ne sont pas nécessairement d'accord avec toi, tu vois. Hmm. C'est là où c'est intéressant. Et d'ailleurs, moi, c'est là où j'évolue le plus, où j'apprends le plus. C'est lorsque j'ai une personne qui remet en cause ce que je dis, qui me Hmm. dit, bah, je suis pas d'accord avec toi pour telle raison. Euh, Or là, du coup, on a perdu l'habitude d'échanger avec autrui, tu vois. On a perdu l'habitude d'échanger avec des personnes qui ne sont plus d'accord avec nous parce qu'on est beaucoup dans l'ère des communautés. Je, Hmm. je- les- Mon entourage, ça va être mon entourage. Vu qu'on n'a plus des sociétés aussi formées qu'avant, on va se construire nous-mêmes des petites cellules en fait, tu vois. Donc je vais me Mhm. créer une cellule avec les mecs du club de running. On va parler que de running. Je vais me créer une cellule avec les mecs de mon syndicat politique. On est tous pareils, on pense tous la même chose. Euh, Là où avant la société avait peut-être la capacité à mettre en relation des individus qui n'avaient pas les mêmes opinions forcément, tu vois. C'est Hmm. ce que je veux dire, même dans les syndicats, etc. Tu vois. Ouais. Euh, et là, on a perdu cette habitude-là. Et ensuite, et c'est le gros problème, c'est que il y a une dictature de l'émotion. Ça, c'est Hmm. vrai. C'est-à-dire que, et moi, je m'en suis rendu compte. Le fait de sortir, de supprimer tous mes réseaux sociaux, à part Instagram, parce que c'est là-dessus que je parlais de mode, le fait de supprimer tous mes réseaux sociaux, d'arrêter d'entendre parler du dernier égorgement qu'il y a eu à Saint-Étienne ou je sais pas quoi, tu vois, ça m'a fait un bien fou et en fait, ça m'a permis de sortir de la tension et la frustration dans laquelle j'étais. Parce qu'en fait, toutes ces nouvelles, toutes ces infos, ces petites infos qui passent, te mettent dans un état de tension, de colère, de frustration, de crispation, qui est tout à fait normal. Les émotions, encore une fois, elles sont tout à fait légitimes. Il ne Hmm. s'agit pas de dire, il s'agit pas de devenir
un être de lumière qui s'affranchirait de toute son humanité et qui serait au-dessus de la foule en disant vous aussi rejoignez la lumière et le savoir, tu vois. Non, Mm. les émotions sont très bonnes, très légitimes, mais il faut prendre du recul sur ces émotions, justement. Il faut se Mm. dire, tiens, je me rends compte que ça m'énerve en fait. Cette info m'énerve. Pourquoi elle m'énerve? Ok, elle m'énerve parce que en fait, j'aime pas voir les gens se faire égorger et compagnie. Bon, très bien. Mais je prends une distance avec ça Mhm. et j'évite de la prendre pour argent comptant. Le problème, c'est que on s'est trop habitué à prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit. De même, tu vas regarder une vidéo sur YouTube, tu vas regarder, je sais pas, sur Twitter, tu vas regarder un post, tu vois, et les Mhm. commentaires qu'il y a en dessous vont te rendre fou, en fait. Tu vas voir des gens qui s'insultent, tu vas voir 40 mecs qui insultent ta mère, tu vois, Mm. qui vont te dire, de toute façon, c'est un nazi. Et à l'époque, j'avais beau être de droite, mais quand un mec me disait, t'es un collabo, je veux dire, en fait, je suis complice du Troisième Reich, en fait, je suis complice des crimes de guerre Mm. de. Tu vois ce que je veux dire. C'est quand même extrêmement insultant, tu vois. Même Mm. si le qualificatif extrême droite il est tout à fait légitime, on peut l'utiliser. Mais bon, moi, ça me rendait fou. Donc en fait, euh, tout le monde se trouve dans des postures qui sont galvanisées, montées par l'émotion en plus, tu vois. On est tous à vif. Mhm. Et donc, et donc en fait, dès que euh, cette tension, elle a besoin de s'exprimer aussi, cette colère a besoin de s'énerver aussi, tu vois. Mhm. Et donc parfois, en fait, c'est pas compliqué, l'ennemi se désigne de lui-même, en fait. Ça va être cette image que je me fais du gauchiste, tu vois, Mm. qui est un connard hypocrite, qui veut aider les migrants mais pas les Français, etc. Et donc, dès que je vais en voir un, etc., je vais juste l'aligner, l'allumer, et lui dire à quel point je l'aime pas, tu vois, et lui tomber dessus, plutôt qu'échanger. Parce que je suis dans une espèce de crispation émotionnelle pas possible. Mm. Et vraiment, c'est un truc que j'observais, quoi. C'est cette crispation émotionnelle qui est hallucinante. Et le fait d'en être sorti, ça m'a fait énormément de bien parce que ça m'a permis d'échanger. Tu vois, dans mon école, Mm. bah en fait, il n'y a pas grand monde de droite, tu vois. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, bon, bah avant, je bossais dans un média d'extrême droite. J'étais très clair avec tout le monde, mais je suis parti. Mais quasiment tous mes camarades sont de gauche ou bien pas forcément politisés, tu vois, mais il n'y en a aucun qui va me parler de Julien Rochdy, tu vois. Et qui va me dire, putain, Papacito, ce qu'il a fait, je kiffe. Tu vois. Et il y en Mm. a qu'un qui va me dire ça, tu vois. Euh, et donc, on est amené à échanger sur des sujets politiques. Tu vois. Mm. On est amené à parler de plein de sujets. Il y a aussi des personnes qui sont transsexuelles, tu vois. Mm. Et là, le fait de pouvoir les voir, de pouvoir se parler dans un cadre apaisé, bah, c'est incroyable. C'est génial parce que du coup, en fait, mon opinion, elle peut évoluer sainement, sereinement, tu vois. On n'est pas là à s'insulter, on parle, on échange. Et je suis pas en train de te dire que j'ai découvert la lumière en Non, bien parlant à sûr. des gens de gauche et compagnie et que voilà. Simplement, le fait de pouvoir parler raisonnablement, tranquillement, en face à face. C'est le Mhm. problème des réseaux sociaux, c'est que en fait, sur les réseaux sociaux, si tu veux, je parle pas en mon nom, je parle au nom de Gaulois Patriote 44. Tu vois, c'est Mhm. en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est Ouais, ouais. et donc vu que je parle pas en mon nom, bah logiquement, si on est tous les deux dans une pièce, je, si c'est pas la morale qui m'empêche de t'insulter, c'est au moins la raison, puisque je vais me dire, bon, je parie qu'il me tape. Et donc on est Ouais. habitué à échanger, et donc j'ai pas te taper, j'ai pas t'insulter et compagnie. Or, sur les Mm. réseaux sociaux, vu qu'on est même plus face à face, vu que je ne parle même plus en mon nom, c'est vrai que j'ai même plus peur de salir mon nom en disant des conneries, tu vois. Mm. Non, parce qu'en fait, je suis compte anonyme. Du coup, je vais pouvoir décharger cette frustration, cet énervement, et et t'auras pas cette qualité du rapport humain en face à face où tu t'écoutes, tu te respectes parce que, ben, encore une fois, t'as pas envie de te prendre une tarte ou bien t'as pas envie de, en fait, ta capacité à faire preuve d'empathie, à compatir avec autrui, elle est grandement améliorée par le rapport humain. Je te vois en face de moi, je vois un autre être humain, je vois un visage, tu vois, Mm. je me vois en toi. Et donc j'ai davantage cette capacité à me mettre à ta place. Et donc quand on échange, ça va être beaucoup plus fructueux. Mm. Euh, donc moi, si je devais donner un conseil aux gens, c'est arrêtez Twitter, par pitié, quoi. C'est-à-dire, à moins que votre métier l'exige, arrêtez Twitter. Et si vous avez un compte Twitter, postez en votre nom. Vous prenez Mm. votre prénom et votre nom, vous prenez votre prénom, votre nom, vous le mettez sur votre compte, et vous vous dites, voilà, maintenant je parle en mon nom. Je parle plus au nom de Vengeur Gaulois 69, tu vois. Non, tu vois. Parce que, parce que ça donne une vision de la réalité qui est complètement distordue, complètement hystérisée, et, et qui finalement va t'empêcher d'évoluer, en fait, tu vois, enfin d'évoluer. Encore une fois, le but, c'est pas si t'es de droite, il faut que tu viennes de gauche. C'est pas le sujet. En revanche, nuancer tes opinions, tu vois. Prendre des Mm. choses, tu vois. Voilà. Je sais pas si c'est clair. Un peu Si, fouillis, je suis si. parti dans tous les Non, sens, non, mais c'est très bien. Et enfin, en vrai, moi, je suis sur Twitter et je me pose la question à chaque fois que j'y vais, hein, d'y rester. Donc, ça me semble être une bonne conclusion. casse-toi. Bon, vraiment, quitte ce monde de fou, quoi. Ouais, Tu vois. ouais. Ah, par contre, je suis en mon nom partout, hein, sur Ah toutes les bah, c'est plateformes. super.
Par contre, ça veut pas dire pour autant, attention, qu'il faut abdiquer de la réalité politique. C'est-à-dire que moi, du coup, je m'informe sur YouTube. Mhm. Et ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'en général, tu as quand même une latence. Tu as au moins 2 ou 3 jours après que le fait ait eu lieu. Mm. Tu as au moins 2 ou 3 jours de latence avant d'avoir des vidéos. Et en général, c'est des formats plus longs. Et donc, la pensée est bien moins réduite que sur un short de 1 minute, tu vois. Mm. Et donc, j'ai pas du tout abdiqué la réalité politique. J'ai pas abandonné la politique en me disant non, mais ça me rend fou, etc. Ça me mettait dans une énergie négative. Non, ça justement, c'est un gros piège, je pense. Mais je comprends les gens qui abandonnent la politique, enfin, qui abdiquent complètement leur liberté, enfin, leur identité politique, parce qu'effectivement, c'est usant. Mhm. Euh, mais le fait de s'informer sur YouTube est tout à fait possible, c'est ce que je fais, tu vois. Et j'en apprends beaucoup plus en m'attendant une demi-heure de commission sénatoriale sur tel ou tel sujet ou de commission parlementaire, une enquête parlementaire, que en me faisant une demi-heure de short TikTok avec l'algorithme qui va du coup me dire tiens, bah, attends, toi t'es plutôt de droite, ok, donc je vais te mettre en fait, tu vois. Mm. Ok, très bien. Bah, écoute Armel, je te remercie pour cette conversation. Je pense Merci que Noé. c'est assez important justement. C'est aussi dans cette logique-là, hein, de tout ce qu'on a évoqué là que je te recevais. Ouais, Je pense que voilà, être capable de se parler, c'est important. Être ouais, capable de se parler sans diaboliser l'autre, c'est important. Et ouais. donc voilà, pour ça, je te remercie d'avoir proposé cette conversation. Et bah écoute, à une prochaine. Ouais, franchement. Et merci beaucoup pour ce que tu fais. Vraiment, c'est super. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je voulais parler avec toi, c'est que, bah, encore une fois, moi, à l'époque déjà, je crois que je voyais tes vidéos. Et, et en fait, du coup, bah, on n'avait pas les mêmes opinions. En Mhm. revanche, j'avais du respect. Et donc, bah, vu que je me faisais pas insulter de nazi dès le début de la vidéo, ou de, voilà, et ben, je me dis, tiens, mais qu'est-ce qu'il a à me dire, ce mec, tu vois? Et vu que tu n'étais pas dans l'ad hominem, mais que tu faisais appel à la raison, c'est, ok, intéressant. Il soulève un point qui est intéressant quand même, il a raison. Mhm. Et donc, voilà, il faut peut-être renoncer aussi, parfois, renoncer à convaincre l'autre. Vous n'arriverez jamais à. Le but de l'échange, c'est pas de convertir l'autre à vos idées, il faut respecter sa personne et ses opinions. Mais si ça peut lui ouvrir peut-être des portes de réflexion, des pistes, voilà. C'est pas en une discussion que vous allez régler les choses. En revanche, peut-être que voilà, vous allez lui donner des éléments de réflexion et voilà. Bah écoute, merci. Tant mieux si j'ai Ouais, pu te donner des portes de réflexion, comme ouais, tu dis. ouais. Merci À une Noé. prochaine, Armel. Ciao. Ciao. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.